cas, merci encore d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir pour un gros live sans speaker externe pour une fois, c'est pas tous les jours. Et on va vous parler du marché de l'engineering au global, sous toutes ses dimensions. Euh, donc moi, je me présente déjà, je suis Mathieu, je suis le CTO de The Product Crew. Je m'occupe de gérer toute la partie technique et produit de notre plateforme avec notre équipe. Chez TPC, on est aux premières loges pour voir ce qui se passe sur le marché du recrutement tech en France, on a décidé de vous partager avec PJ certains insights qu'on a pu recueillir sur le sujet. Ouais, ouais, du coup, il y en a pas mal. Merci Mathieu. Moi, du coup, c'est Pierre-Jean, d'IPJ, hein, bien sûr. Je suis talent partner chez TPC. Du coup, on fait pas mal de coaching aussi. Je m'occupe de sourcer principalement, mais surtout de coacher beaucoup de candidats, discuter avec beaucoup de boîtes toute la journée. Du coup, ça nous permet de voir un peu vraiment l'état du marché, comment il se porte actuellement. C'est ce qu'on va un peu vous partager aujourd'hui. Du coup, c'est parti. D'abord, je vais vous parler un petit peu de The Product Crew, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui nous connaissent, voilà, on est une petite team, hein, on est tous hyper contents à chaque fois. C'est un peu notre leitmotiv. Nous, ce qu'on a vraiment comme vision, c'est d'aider les talents de la tech à progresser, à libérer leur potentiel et à trouver leur job en fait qui leur correspond vraiment, face avec des vraies problématiques, sachant qu'on est tous des personnes issues de la tech, hein, on a tous bossé de près et de loin dans la tech, ancien PM, ancien product designer ou ancien engineer. Mais du coup, on aide aussi les entreprises à recruter les talents qui vont impacter leur organisation. Nous, on a un super grand réseau hein, maintenant en tech et produits en France. On est plus de 10 000 dans la communauté, donc il y a pas mal de monde qui nous rejoignent énormément tous les mois, toutes les semaines. C'est 100% gratuit. Vous pouvez vous inscrire tout simplement chez nous et profiter de toutes nos ressources s'il y a besoin. Venir à des events, des jobs, comme vous pouvez voir. Hein, on commence à être assez connu aussi, hein, du coup, pour tout ce qui est apéros de Product Crew, du coaching, mais aussi des masterclass et pas mal de webinars super intéressants comme celui-là. Notre recrutement, comment il fonctionne, voilà, on a à peu près 800 entreprises tech qui travaillent avec nous. En moyenne, pour côté recruteur, ça dure en moyenne 30 jours pour recruter, 24 heures pour vous envoyer des profils vraiment qualifiés. On a pas mal de boîtes du coup qui nous accompagnent. On a pas mal de petites licornes françaises et des grands noms également. Mais aussi beaucoup de petites startups early stage. Il faut pas en avoir peur du coup des early stage, c'est vraiment top. Tac, et comment ça se passe? Voilà, bah, forcément, on a pas mal de communautés, hein, de recruteurs et de personnes qui sont passées par nous, qui à chaque fois vont nous solliciter ou nous ressolliciter par la suite. Et bien sûr, pour voir tous les témoignages qu'on a, on en a vraiment pas mal. On poste énormément sur LinkedIn sur ça aussi. Beaucoup de remerciements, on les remercie. Comment ça fonctionne? Si vous avez envie de rejoindre la communauté à vos téléphones, vous pouvez le prendre et scanner directement le QR code de gauche si vous souhaitez devenir membre, et si vous êtes recruteur, c'est le QR code de droite. Du coup, je vous laisse un petit peu dessus euh, quelques petites secondes. Si vous avez envie, vous allez voir, c'est très très simple. On pose quelques petites questions, vous êtes inscrit sur la plateforme, ça prend vraiment pas longtemps. Et puis, let's go, si vous avez besoin de vous ouvrir aussi à une session Open Candidate, ou tout simplement pour devenir membre, à ce moment-là, vous pouvez jouir de toutes nos ressources. Pour les recruteurs, c'est pareil, vous pouvez apply de ce côté-là. Et si vous avez besoin de prendre des calls avec nous, bah écoutez, on est dispo. Voilà. Pour le coup, Mathieu, de quoi est-ce qu'on va parler dans ce live? Écoute, PJ, nous allons parler intéressant et très variés, comme comment on peut se positionner en tant que dev, les chiffres clés du marché de la tech, les compétences recherchées en ce moment par les recruteurs, les secteurs aussi qui recrutent, à quoi s'attendre en 2024, sachant qu'on est un petit peu dans une période de transition, et les salaires engineering et data qu'on a pu constater en 2023. Mais avant ça, on va vous faire un petit slido, un petit sondage. Donc, on va vous demander, encore une fois, de prendre votre téléphone et de flasher un QR code pour répondre à des questions. Euh, L'idée, c'est de savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes ici. Est-ce que vous êtes en recherche active? Est-ce que vous êtes en veille, juste curieux de l'état du marché? Ou est-ce que vous êtes plutôt côté recruteur et que vous avez envie aussi d'avoir les insights sur le marché? Je vous laisse flasher, répondre. Ça va assez vite normalement. Voilà, ça commence à arriver. Pas mal de recherches actives pour le Hmm. moment. Juste cœur d'état du marché, un petit peu de veille aussi. C'est bien d'en faire de la veille, il faut toujours un peu en faire. J'en profite de ce moment pour vous rappeler que après la présentation, on prendra un moment pour faire un Q&A et répondre aux questions. Que ces questions, vous devez les poser sur le chat au fur et à mesure en les écrivant à tout le monde. Et si vous pouvez, si jamais vous n'êtes pas dispo pour les poser au micro, précisez-le quand vous posez votre question. Comme ça, on n'essaiera pas de vous donner le micro. On comprendra d'entrée de jeu. Des fois, vous êtes dans un open space. Des fois, vous n'avez pas de micro. Vous pouvez pas déranger votre collègue ou n'importe quoi. Donc, voilà, essayez de le préciser si jamais c'est pas possible. Et sinon, on essaiera de vous donner
la voix auprès des autres en direct. Il y a pas mal de réponses quand même, hein, c'est plutôt bien. 41% en recherche active Beaucoup de jusque recherches. l'état du marché. C'est très bien de se tenir informé. Ok, super. Ouais, écoute, on va passer à la suite. Next, hop là, hop là. Est-ce que vous voyez bien mon écran, c'est tout bon? Pour l'instant, là, on voit pas ton écran, non? Ah, ça va parce que je vais le repartager, c'est pour ça. Ah, On va reprendre la main. On voit ton ah. bureau. Oh, bah oui. Merci, merci beaucoup, hein. Voilà. Et Aujourd'hui, Mathieu, le marché des devs, c'est quoi? marché dev, qu'est-ce que c'est? On va entrer dans le vif du sujet. Le marché des devs, c'est quoi? C'est 61 000 créations d'emplois en 2023 chez les cadres, boosté par la big data, l'intelligence artificielle, le cloud, la cybersécurité. Ça, c'est d'après une étude de l'APEC qui vise les CDI et les CDD de plus d'un an. Donc, c'est le plus gros marché pour les cadres en France, la tech, devant la R&D et les fonctions commerciales et marketing. Ce qu'on voit aussi, un autre chiffre clé, c'est que depuis le début 2023, en tout cas le premier semestre, les startups en France ont levé 4,2 milliards d'euros. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est 2 fois moins que l'an dernier à la même période. Euh, et qui dit moins d'argent, dit moins de recrutement. C'est un premier insight qu'on peut relever. Les entreprises n'ont plus accès à la corne d'abondance des VC, comme ça peut être le cas par le passé. Et du coup, c'est plus compliqué pour eux de recruter, d'aligner des gros salaires. Donc, on sent clairement l'impact de cette réduction de budget. On peut dire d'ailleurs au passage, on voit 4,2 milliards, c'est sur la slide d'après, PJ, sur, sur la levée de fonds premier semestre 2023. On peut remercier Vercor qui a levé 2 milliards à lui tout seul et qui a quand même pas Non. mal boosté le chiffre pour la fin de l'année ou en tout cas l'année au global. Mais c'est une exception et la tendance reste bien là, globalement, moins de sous qu'auparavant et moins de budget pour recruter. Sur le marché tech, quels sont les constats, les premiers constats? Comment on en est arrivé là? Comment ça a évolué? En 2013, c'est un peu le début de l'âge d'or de la tech. On voit des grandes écoles qui émergent, comme 42 ou le Wagon. On voit les fonctions de dev qui se modernisent, les stacks qui se modernisent, notamment côté front aussi, et une forte demande euh, de développeurs de tout niveau. Et ça monte en puissance. Ça monte en puissance de plus en plus. Ça s'accélère pour culminer entre 2018 et 2022, où les salaires deviennent un peu délirants, boostés par la compétition et les financements records. Pour la petite histoire, par exemple, on a Conto qui lève en 2022 486 millions pour un total de levée de 710 millions, pardon. Sorar qui monte en 2019 550 millions et qui récidive en 2021 avec 680 millions. On a Content Square qui lève 190, puis 500, puis 200, puis 400 pour un total de 1,4 milliard. Bref, on a des levées de fonds massives en France à cette époque-là, qui sont aujourd'hui beaucoup plus rares, à part le cas de Vercors dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, en 2023, il y a une phase de correction de marché qui commence à se mettre en place. Les grandes entreprises comme les GAFA licencient massivement, les VC deviennent de plus en plus frileux et demandent de plus en plus de rentabilité. Et ça entraîne une recherche de profils immédiatement opérationnels, qui du coup, d'une part, met en berne les rémunérations un peu démesurées pour les juniors et rend globalement le marché plus dur pour tous les demandeurs d'emploi. On parlera tout à l'heure de ce profil pour 2024, mais sachez que le marché est en pleine mutation. La recherche de rentabilité a fait un peu bouger les lignes et il va probablement falloir s'attendre à une nouvelle génération d'entreprises orientées plus rentabilité que croissance, qui, le temps que cette génération voit le jour, on va avoir un petit peu un marché qui bouge en attente de stabilisation. Du coup, en 2024, qu'est-ce qu'on attend des devs? Hmm. Le marché de l'emploi, donc les tendances de fond, on l'a vu maintenant, c'est rentabilité over hypercroissance. On veut de la rentabilité dans les entreprises. Le recrutement, ça reste un défi important pour l'écosystème. On veut attirer et fidéliser les talents. Comme le marché de l'emploi est compliqué, non seulement on doit attirer les talents avec moins de budget, mais aussi on veut faire en sorte qu'ils restent, qu'on ait moins de turnover. Et ça, c'est plutôt positif parce que ça permet d'avoir un management plus sain et des meilleures pratiques au sein des entreprises qui ont bien compris que si elles laissaient partir les talents, elles auraient du mal à en trouver d'autres, disons. Et dans le même temps, on voit aussi les contrats freelance qui se multiplient. Les entreprises sont plus frileuses à embaucher sur le long terme, elles veulent garder une certaine flexibilité. Et du coup, le freelance, c'est un petit peu le vent en poupe en ce moment.
Ouais, c'est vrai qu'on le voit beaucoup hein, niveau freelancing. Quand tu sors souvent de master, tu as très très envie de trouver tout de suite ta première opportunité en startup. Et souvent, tu te lances directement en freelance, ça c'est vrai. Et du coup, attends, reviens une seconde sur Ouais. la slide précédente, parce que j'ai oublié d'ajouter les profils qui se démarquent. Donc, les offres se concentrent sur les secteurs plus actifs. La finance, l'assurance, l'industrie, la santé, le soin, l'aérospatiale. En gros, c'est des secteurs qui sont plus anciens, qui ont besoin de se rénover et qui brassent généralement plus d'argent. Donc, ça leur permet d'avoir un avantage compétitif sur le recrutement. À noter aussi l'IoT et la cybersécurité qui recrutent beaucoup en 2023, qu'on a repéré. Mm. Filigrane, ça implique que pour une recherche d'emploi efficace, il faut savoir mettre dans la balance l'intérêt qu'on peut porter au produit ou au secteur d'activité versus le nombre d'offres dispo et le niveau de rémunération. Typiquement, c'est pas les boîtes les plus sexy qui font rêver niveau produit qui vont être les plus intéressantes niveau nombre d'offres et niveau rémunération. On peut Ça, c'est passer bien vrai. à... Mais du coup, c'est quoi les langages les plus utilisés là, en ce moment? Les langages, donc Mm. d'après une étude de Stack Overflow assez récente, hein, c'est du Mm. 2023, et ça fait plusieurs années qu'ils la font, le trio de tête reste un petit peu le même. On a d'abord JavaScript qui continue de monter et d'être utilisé dans pas mal de contextes différents, que ce soit les web apps, les desktop apps, l'IoT ou même les fonctions Mm. serverless, on citait que. Il y a pas mal de cas d'usage du JavaScript, il est partout. Il y a HTML, CSS qui, pour le coup, sur le web en tout cas, est complètement indispensable. Euh, et d'ailleurs, une petite note au passage pour les devs front qui nous regardent, il y a un nouveau sondage qui vient de sortir dans l'esprit State of CSS, State of JS, qui s'appelle State of HTML. C'est un sondage qui est fait depuis plusieurs années par les mêmes personnes, qui remonte des chiffres sur des gros volumes de personnes à travers le monde, sur toutes les fonctionnalités CSS, JS ou maintenant HTML. Est-ce que vous les connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les réutiliseriez? Et derrière, ce qu'on voit, c'est que ça a pas mal d'impact, notamment les browsers vendors ou d'autres acteurs ou le TC39 pour le JavaScript en tiennent compte dans leur réflexion sur qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Donc ça peut être intéressant et je vous invite à le renseigner. Derrière, on a le SQL qui est très présent lui aussi, qui revient en plus en force ces dernières années dans différents domaines. On retrouve du SQL pour query, des trucs qui historiquement passaient par d'autres langages. On a le Python, boosté notamment par la data, le machine learning et les AI, bien sûr. Et derrière, on a TypeScript, encore très demandé, même si un petit peu mis à mal récemment par des histoires comme Turbo 8 ou Svelte qui décident de le lâcher pour différentes raisons. Mais dans l'ensemble, il est très représenté et très intéressant sur le marché. Je ne fais pas la liste exhaustive, vous avez le tableau sous les Ouais, yeux. enfin, pour tout le reste, ouais. Il y a plus de demandes. Donc le dev d'avant, le dev moderne. En gros, ça a pas mal changé entre avant et après. Tu peux peut-être passer direct à la slide suivante, je pense que oui. Merci. Les compétences de base qu'on recherche. Donc, on a différentes, on a essayé de les classer un petit peu par section. On a un background tech déjà. Il faut connaître ce que c'est qu'une API, avoir une certaine culture tech, un mindset ingé, avoir les notions de scaling en tête et surtout avoir les contraintes et les trade-offs. Le dev, c'est beaucoup de contraintes et de choix qui ont des avantages et des inconvénients qu'on remet en cause au bout d'un certain temps, idéalement, régulièrement. Donc, c'est des choses qu'il faut garder en tête. On demande de plus en plus une appétence produit aussi, de savoir s'intéresser non pas seulement à la tech, à ce qu'on peut faire avec, etc., mais à quel impact ça va avoir dans l'entreprise. Alors, on le retrouve dans différentes sections, mais c'est très demandé, très valorisé. Le mindset startup avec les bons skills de communicant, on est loin du cliché du dev qui parle à personne, qui a un barbu dans son coin et qui vient juste pour les pizzas. On a beaucoup de besoin de communiquer avec les autres équipes et du coup, c'est un facteur qui est mis en avant. On a le manque d'ego aussi qui revient, là où avant, on avait quand même un peu des divas par moment durant l'âge d'or des devs. Maintenant, c'est le no-ego qui revient souvent dans les job desks, on va dire avec aussi l'autonomie et la productivité, le mindset mentor-student, c'est-à-dire être capable de former les gens, être capable d'apprendre et d'évoluer, ça c'est très important. Et encore une fois, l'impact utilisateur, toujours garder en tête. Côté business impact, l'impact produit, l'impact business, l'impact au global, c'est super important. Et derrière, savoir prioriser, passer de tâches un peu macro, un peu big picture à tâches très micro,
Après, il faut le faire et s'en débarrasser, même si c'est pas forcément beaucoup de valeur ajoutée, disons. En tout cas, ça peut avoir de la valeur ajoutée, mais c'est des choses simples, mais en quantité. Et passer de l'un à l'autre en priorité, savoir prioriser les deux pour pas en laisser un sur le carreau. Et derrière, le côté data-driven, super important, avoir des analyses quanti, quali, avoir des KPI, savoir lesquels suivre et comment les suivre et pas oublier de les suivre, ce qui arrive malheureusement assez souvent. Mm. Et puis mesurer, mesurer et itérer en permanence pour s'améliorer systématiquement, c'est super important. Ouais, d'où beaucoup de startups maintenant qui passent aussi beaucoup sur du lean en méthode, qui gardent bien sûr l'agile, hein, c'est un peu indispensable dans le dev, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui adaptent aussi le lean et du coup qui le rajoutent. Donc, ça laisse un peu la parole du coup et ça permet justement d'avoir ces compétences supplémentaires, le mindset startup oriented, l'aspect un peu produit du coup, où en gros vous avez aussi un peu la parole. Donc on a essayé de prioriser un petit peu les compétences. Sur les devs, ce qu'on recherche le plus, les entreprises, c'est évidemment le code et la programmation. Derrière, les notions d'architecture et de communication avec les bases de données. On retrouve la CI/CD, donc l'intégration continue, le continuous delivery, qui est peut-être moins demandé, mais c'est généralement le même acronyme qui ressort. La capacité à tester et à débugger. Je vous invite à bien maîtriser les différents frameworks de test, pardon, en tout cas à vous en servir au maximum. Et le côté un petit peu de discovery, impact business, qui est plus récent. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On demande de plus en plus de ne pas être dans sa bulle niveau tech, mais Mm. de passer plus efficacement avec le produit, avec le business. Alors, ce qui peut être amélioré et améliorable, quoi. Et attends, avant de passer à la suite, on n'a pas parlé Bon, des data. Grosso profit modo, data, ouais. la même chose, mais sur les deux premières, mais derrière, c'est plutôt la notion de natural language processing et machine learning qui va revenir, la Mm. data science pour présenter les insights qu'on a trouvés, et là aussi, discovery et impact business sont de plus en plus importants. Les buzzwords, les mots qui reviennent souvent, background technique, même pour les postes orientés management, on se rend compte qu'il y a pas mal d'entreprises qui veulent des gens pour faire du management qui ont déjà eu au moins suffisamment longtemps les mains dans le cambouis et il n'y a pas si longtemps pour être en phase avec leurs équipes techniques. On a le T-shaped, c'est la notion de multidisciplinarité avec une compétence plus experte. D'ailleurs, parfois on parle de Mm. M-shaped, on a plusieurs Ouais, compétences. c'est vrai qu'Mchef ressort beaucoup, ouais. On a le côté doer, donc basé sur la délivrée en continu. On avance en shippant des choses, on avance, on découvre, on refait, on modifie. On a le côté impact, où on focus sur la valeur ajoutée de ce qu'on fait. On a le côté grosse, très lié au précédent, la volonté de faire grossir le business par la tech. Et entrepreneur, qui rejoint un peu les trois points précédents également. Et puis des connaissances sectorielles. C'est vu non seulement comme un gain de temps, mais parfois aussi comme un incontournable. Certaines, notamment tout ce qui est banque, paiement, gaming, ils cherchent des profils qui ont déjà fait ce genre de choses, qui ont déjà évolué, qui connaissent les contraintes spécifiques, les langages spécifiques, etc., et qui seront opérationnels très vite. Ça, c'est une constante qu'on trouve pas mal. Et le dernier buzzword, alors ça, c'est le buzzword par excellence de l'année 2023, c'est l'AI, Mm. l'intelligence artificielle. Et sans rentrer dans l'utilisation au sein du produit, sachez que c'est très facile d'aller demander des réponses en code à des questions en texte. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, demander à ChatGPT, à Bard ou à quelqu'un d'autre de comment il écrirait une requête SQL qui ferait tel travail en considérant telle table et tel lien entre les tables. C'est assez intéressant, on peut trouver des résultats très chouettes. Après, il y a aussi beaucoup d'hallucinations, donc il faut se méfier du résultat qui est sorti. Ce qu'on appelle les hallucinations en intelligence artificielle, c'est une réponse complètement à côté de la plaque, même si elle a l'air crédible au premier regard, elle est complètement fausse. Et ça arrive assez régulièrement. Il y a un pourcentage de réponses qui sont comme ça, qui sont données avec la même assurance que les autres. Donc, il faut savoir prendre du recul par rapport à ce qu'on a comme info, ce qu'on reçoit. Et voilà. Dans la tête d'un recruteur, c'est quoi les éléments importants? On a plus de contraintes à gérer et moins de flexibilité. Les budgets d'embauche sont en baisse, alors que les prétentions salariales des candidats, eux, ils augmentent. On a un petit peu une sorte d'inertie sur les prétentions salariales qui continuent d'augmenter, là où le marché, lui, il a un peu changé, et un peu plus dur. Et les entreprises, elles ont plutôt tendance à tirer vers le bas parce qu'elles voient bien que le marché est de plus en plus compliqué et qu'elles essayent de prendre un temps d'avance par rapport à ça. Et on a le côté full remote qui reste aussi en forte hausse, alors que le management revient dessus dans pas mal d'entreprises, dans la foulée des grosses entreprises américaines, où beaucoup de demandes de retour sur place sont faites, à 100% même.
Aujourd'hui, c'est plus l'hybride, mais le full remote, par contre, il est vraiment en baisse. Donc, les entreprises qu'on propose, par contre, ont beaucoup plus de choix de talent, puisqu'on a cette tendance de freelance en full remote, qui, eux, sont nombreux et sont là. Mais c'est moins la réalité du marché. Et les entreprises qui recherchent de plus en plus des profils expérimentés full stack, avec bon, forcément une prédominance, quand on parle de full stack, en général, il y a une prédominance front ou back. Bon, ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est des profils assez recherchés, c'est des profils touche à tout et opérationnels assez vite. La demande et l'offre. Donc, les dynamiques actuelles, c'est les startups early stage et série A, elles continuent de recruter. Il y a beaucoup de levées de fonds en attente, d'ailleurs, sur le quatrième semestre 2023 ou le premier 2024. Et on a un effet d'opportunité. Les profils experts ont confirmé à moindre coût sont disponibles suite aux layoffs notamment. On a une diversification des profils. On s'intéresse plus globalement aux profils femmes, aux backgrounds sociaux différents, aux âges différents. Les entreprises tapent plus largement et c'est tant mieux puisqu'il y avait déjà un petit problème de ce côté-là. Donc maintenant, ils sont plus ouverts. Ouais, sur le C'est côté parité, ouais, ça évolue. les effets de bord positifs de certains contextes. La rentabilité des scale-up, on a une exigence de rentabilité. On en a parlé tout à l'heure. L'argent ne coule plus à flot. Les fonds d'investissement regardent beaucoup plus la rentabilité, ils cherchent à ce qu'elle soit maîtrisée, qu'elle soit au moins visée à court terme et si ce n'est atteinte dès le début. Donc on est loin des Facebook qui évoluent pendant 10 ans à perte, etc. Et c'est pas les seuls. On est plutôt, montrez-nous que vous êtes capable de créer un business sur ça et à ce moment-là seulement on vous donnera des sous. Les startups, du coup, comme il y a moins de sous, coupent certains coûts liés à l'innovation tech et produits. On l'a vu chez Miro, Sunday, Back Market, et ont tendance à geler aussi certains recrutements, comme on l'a vu chez Open Classroom, Encore Store ou Arthurine. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça, TJ? Bah, c'est vrai que sur l'évolution qu'il y a eu entre 2020, 2022-2023, les exigences de renta, ouais, on en parlera peut-être à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je vais peut-être rajouter quelque chose quand même sur la parité. C'est important, les mœurs, elles ont besoin de changer. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup plus de profils qui peuvent aussi rechercher qui sont en reconversion, que ce soit des nanas, tout simplement aussi, qui sont devs, hein, qui ont les mêmes compétences, voire même des fois un peu meilleures. Euh, pour le coup, et ça, on le voit aussi évoluer côté startup, surtout côté startup oriented, hein, bien sûr. Mais non, on en parlera peut-être un peu à la fin sur les questions et sur un peu les petits tips qu'on pourra donner. Ça marche, next. Dans la tête des ingénieurs maintenant, on a toujours ces attentes élevées côté salaire et côté flexibilité. Donc, typiquement, c'est au moins de l'hybride, voire du full remote, et puis un bon salaire. Deux tiers des devs aimeraient changer d'emploi. Ça, c'est des chiffres qu'on a eu Mm. dans les études récentes. Dans plus de la moitié des cas, ils sont motivés par une rémunération plus attractive. Généralement, au bout de 2 3 ans, on commence à se dire, voire Voilà, même tu changes de boîte, tu as envie d'avoir un petit gap de salaire, ce qui est un peu c'est un normal, peu quoi. à dire, mais c'est une réalité aussi du Mm. terrain. C'est quand on change de boîte qu'on a les plus gros gaps de salaire. C'est systématique. Mm. C'est plus difficile d'avoir une augmentation de REM en interne qu'en changeant de boîte. Après, on a des gens qui font l'aller-retour, qui reviennent dans la boîte une fois qu'ils ont eu leur augmentation, etc. Mais Ou qui sont prêts aussi à baisser leur salaire quand il y a vraiment coup de cœur sur un produit. Ça peut aussi, ça s'est déjà vu en tout cas, moi, l'expérience que j'ai déjà vu. tout à fait, c'est le côté, enfin, ça peut être work-life balance ou Mm. cadre de travail plus intéressant. On peut des fois baisser le salaire pour avoir quelque chose de mieux. Le full remote qui est très demandé, malgré la baisse du nombre d'opportunités. Mm. Euh, Quasiment 50% des devs exercent hors de la région parisienne. Donc, ils sont loin, ils tiennent à garder leur confort de vie et à pouvoir travailler quand même à distance. Sur le terrain, on observe la fin des paquets survitaminés, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ouais. Les stéroïdes sont partis. Et par contre, les salaires restent au-dessus de la moyenne dans les grands groupes. Ça aussi, on l'a un petit peu évoqué. C'est les grosses boîtes, les boîtes historiques, les grands groupes. Elles ont les reins solides. Elles ne sont pas forcément touchées par la baisse de financement par les VC. Et donc, elles Mm. en profitent pour appâter les talents disponibles avec des salaires plus intéressants. Pas forcément des produits aussi intéressants. Donc, les secteurs qui recrutent, on a vu beaucoup de SN.
deux domaines de la pharma, de l'IA, de la logistique, du retail ou du e-commerce, ou bien des entreprises qui adressent des problématiques naissantes, qui sont basées sur l'écologie, la maîtrise des coûts, des Mm. entreprises tech qui sont rachetées aussi, ou bien de la green tech ou clean tech, des PME qui sont de plus en plus présentes, j'ai l'impression. Ouais, qui sont en train de se transformer digitalement. Donc, du coup, ça aussi, ça recrute beaucoup, beaucoup. Voilà. Et on a également des early stage qui arrivent à lever des fonds parce que même si le marché est plus sec, il y a quand même des entreprises qui lèvent sur des Mm. idées, sur des founders et qui arrivent à aligner des bons salaires et à avoir de la demande, en tout cas en ressources dev. Ce que les candidats recherchent, vraiment, en général, c'est la reine. Ça, c'est un incontournable, même si tout le monde n'a pas ajusté ses prétentions, on en a déjà parlé. C'est l'impact aussi, de plus en plus envie d'être en phase avec le produit, que celui-ci est Mm. positif et qu'on ait un impact positif sur le développement du produit. Comme on dit, une volonté de faire le bien à travers la tech, globalement, et de le faire bien. Et la stack technique moderne. Les devs cherchent un environnement tech épanouissant où on n'a pas à composer avec le legacy. C'est un peu parfois une chimère parce que ce qui est moderne devient vite legacy et que Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est un peu. Mais le là où legacy, on c'est peut bien sur- aussi. Le legacy, c'est bien aussi, tu vois. Au moins, ça permet aussi de gérer quelques problématiques et du coup d'apporter un peu sa main à la pâte et de participer justement à l'effort côté stack technique de la boîte, quoi. Tout ce qu'il y a à mettre en place pour le coup. Exactement. Faut pas se fermer quand tu dis qu'il y a une boîte à du legacy, mais c'est vrai que ce qu'ils recherchent vraiment, ça reste quand même une stack technique moderne, hein, pour beaucoup en tout cas. Moi, avec ceux avec lesquels je discute tous les jours. Dans l'ensemble, une boîte qui a du legacy, c'est quand même une boîte qui a survécu à l'épreuve du business, qui a gardé des cicatrices, C'est aussi certes, ça, ouais. Mm, qui a survécu à cette épreuve niveau biz et qui va continuer d'avancer. mm. Donc, si j'ai un conseil là-dessus, c'est de ne pas chercher trop le shiny new thing de Ouais. stack moderne, etc. Ce sera forcément minoritaire et forcément très jeune, mais plutôt d'aller vers une boîte qui a fait ses preuves et qui a maintenant les moyens et qui va peut-être chercher à se transitionner justement vers une fac plus moderne au passage. En plus, ça rajoutera un petit truc sympa, le challenge techos, hein. Si on aime bien un peu se prendre la tête aussi quand on est dev, faut pas oublier ça. C'est quand même cool. Tout à fait. Un petit parcours au-delà du Graal à CTO. Bon, c'est vrai qu'on présente souvent le poste de CTO comme le Graal. En réalité, Mm, il y a des avantages, des inconvénients, et c'est pas mm, forcément le cas pour tout le monde. Il y en a d'ailleurs des gens qui font le pendule entre des postes type CTO ou VP et des mm. postes de contributeur individuel, et pour qui ça se passe très bien, parce que du coup, ils arrivent à rester proche du terrain et à avoir certains inconvénients, des postes à responsabilité qui disparaissent quelque temps, puis qui reviennent plus tard quand ils y retournent. Euh, mais le CTO, c'est pas la seule voie possible pour progresser dans sa carrière. On peut facilement se retrouver bien mieux avec un poste bien moins élevé, dans une structure plus solide, en étant focus sur ce qui nous plaît vraiment et pas toutes les attributions d'un CTO. Le parcours classique, c'est on est dev junior, on est dev confirmé, dev senior, on passe lead dev, engineering manager, VP ou CTO, en passant ou pas par head of ou director. Mais il y a d'autres parcours, notamment il y a une branche, la branche de l'expertise technique qui est assez répandue aux US ou dans d'autres pays, mais qui commence à arriver en France, qui passe plutôt par staff engineer, principal, distinguished engineer, et qui Mm. commence à être représenté chez nous aussi. Donc des postes où il y a plus une expertise technique, on est vraiment en zone là-dessus, mais un impact de plus en plus global sur l'entreprise au fur et à mesure de l'évolution des titres, et plus seulement développer des features, être sur Voilà, en gros, c'est le scope qui grandit et qui permet du coup de rester en zone tout en montant dans la hiérarchie et évidemment dans la rémunération. On a aussi des postes un peu plus transverses comme chapter lead ou une spécialisation sur la partie Ops, Infra, CI, etc. Et tu vois d'autres choses, Pussy? Après, tu as tout ce qui s'oriente aussi. Je suis dev Android, je suis dev iOS. Tu peux aussi avoir ça. Mais non, franchement, tout est bien résumé, je pense, pour le coup. Ok, donc on peut passer à la slide après. Le full remote. Le full remote dans la tech, c'est un sujet, un vaste Ah, sujet. C'est un peu ça, bon, en fait. On sent que dès qu'on évoque le celui-là, ouais. sujet, il y a des crispations, il y a un petit peu une défense des acquis qui se met en place et en même temps un marché qui va pas forcément dans la même direction. Donc c'est un peu compliqué d'échanger sereinement là-dessus. Nous, ce qu'on voit d'après nos chiffres, c'est chez nos partenaires, on a 71% des jobs qui étaient ouverts en full remote en 2002. Pour l'instant, c'est 2022. 31%. Donc on a un sacré gap entre les deux.
nos partenaires suivent une tendance internationale de retour, si ce n'est du full présentiel, au moins un mode hybride en général. Les entreprises se sont rendues compte que même si le full remote est très intéressant pour le salarié, le fait de ne pas être présent dans un même lieu, au moins en intermittence, ça pose des problèmes qui impactent le business au bout du compte et donc ils essaient de revenir à autre chose. Je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais c'est une réalité qui nous remonte du terrain et qui n'est pas forcément en accord avec d'autres considérations. Mais voilà. En parallèle de ça, on observe un afflux de talents vers le freelancing. Est-ce que est-ce que c'est parce qu'ils souhaitent conserver le privilège du full remote? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises restent ouvertes au full remote. Qui restent ouvertes, pardon, au full remote, elles bénéficient d'un avantage compétitif énorme dans leur recherche de talent. Donc, si vous êtes une entreprise, un recruteur, ça vaut le coup vraiment de se poser la question parce que en full remote, on a beaucoup plus de temps. Alors, évidemment, on peut taper très large géographiquement et on a aussi pas mal de talents disponibles qui ne le sont pas pour d'autres boîtes et qui, du coup, le sont pour cette typologie d'entreprise. Ouais, effectivement, c'est vrai qu'on a revu ça à fin 2022, début 2023 sur toutes les nouvelles startups qui apply tout simplement chez nous, chez The Product Crew. On s'est rendu compte que beaucoup commençaient à demander énormément de présentiel un peu plus, avec un peu plus de jours de présence au bureau pour les postes. On ne sait pas s'il y a eu l'effet crise qui est passé par là, parce que c'était en pleine crise un peu mondiale dans la tech, s'il y avait vraiment besoin d'avoir des personnes à ce moment-là activement à temps plein ou au moins 4 jours semaine au bureau. Et c'est vrai que le full remote a été complètement revu pour certaines boîtes. Certaines boîtes, en revanche, qui ont vraiment la culture du full remote, s'en sortent toujours très très bien. Et comme l'a dit Mathieu, c'est vrai que pour le coup, elle bénéficie d'un avantage, mais qui est complètement hors norme, avec des profils beaucoup plus seniors pour le coup, ou vraiment meilleurs en termes de profils qui sont déjà en fait plus sur leur zone géographique, quoi. Et c'est vrai que le full remote, en ce moment, c'est un petit peu complexe pour certaines boîtes, sauf si elles ont vraiment la culture qui est vraiment ancrée dans la boîte, et c'est un truc qui fait vraiment partie à part entière de leur mode de fonctionnement. Les salaires, Mathieu. On peut Ouais, accéder à l'étude hein, quand même, hein. Il y a un petit QR code aussi, hein. Vous avez le petit QR code en haut à droite si vous avez besoin. Hop, n'hésitez pas à flasher et vous verrez l'étude complète. Mais là, de ce qu'on peut voir sur la rémunération 2023, Mathieu, c'est un peu petit, mais quand même, t'es censé en parler, mon cher? c'est vrai? Ah, c'était moi qui étais en train de parler, d'accord. Bah écoutez, vous avez le QR code qui est en haut à droite. N'hésitez pas à le flasher pour avoir l'étude complète. Il y a beaucoup, on a vraiment beaucoup bossé dessus, hein. C'est un truc auquel on a demandé à plus de 2000 participants d'avoir des retours. Et franchement, ça a été assez ouf le nombre de retours. C'est vrai qu'on peut voir que là, du coup, en tant que CTO, en moyenne, alors attention, c'est vraiment moyennement en parlant, hein, bien sûr, on est plutôt à hauteur de 80K par an. Côté EM, plutôt à 78. C'est vraiment une moyenne. Attention, hein, archi-ingénieur, développeur, je les ai, c'est écrit vraiment un petit peu petit. Dev backend, en moyenne, voilà, pour 56K. Du DevOps aussi à 55. Dev full stack à 48. Dev front à 42. Puis après, on descend un petit peu pour le reste. Mais c'est vrai que cette étude, vraiment, allez-y, essayez vraiment de la checker. Alors, il y en a plusieurs qui commencent à émerger maintenant aussi sur le net. Euh, Sans vouloir promouvoir TPC, bien évidemment, on a quand même une qui est super méga complète. Elle va peut-être vous faire peur parce qu'elle a beaucoup de slides, mais je vous garantis qu'on est hyper pertinent sur plein de trucs et surtout par localisation aussi. À l'endroit où vous vous trouvez, par exemple, si vous êtes à Rennes, si vous êtes dans la région de Bretagne, si vous êtes sur la région du Sud-Ouest, on a également une étude là-dessus aussi. Enfin, du coup, c'est assez pertinent. Vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dessus. C'est une petite mine d'or. Cette étude, elle est vraiment au top. Les salaires du coup en data en 2023, c'est vrai qu'on peut voir aussi que bah, la data ça émerge quand même hein, pour le coup assez fortement. La data engineer, on est plutôt dans les 57K en salaire en moyenne au global sur toute la France. En data scientist plutôt à 52 et en data analyst aux environs de 50. Euh, Pareil, vous avez accès à l'étude toujours en haut à droite. N'hésitez pas, au moment où vous aurez la plupart des slides. On va pas comparer avec le reste de l'Europe ou les États-Unis. Je crois qu'on n'a pas parlé trop de ça parce que c'est vrai que les États-Unis on touche vraiment la lune, niveau salaire côté tech et data. En France, on a un peu plus, du coup, pas forcément stagnant, mais ça augmente aussi quand même. On peut le voir sur les dernières années. Je ne sais pas si on en a d'autres après. Hop là, et après ça, on va parler bien sûr des tips. Donc, je vous invite vraiment à scanner ce petit QR code en haut à droite pour accéder à l'étude. Elle est vraiment superbe. Là, maintenant, on va passer sur la dernière slide. Avec Mathieu, on va vous partager un petit peu de tips, en fait, qui sont, du coup, pour maximiser un petit peu vos recherches, faire un petit peu de veille. Comment est-ce qu'on fait, du coup, quand on sort de master en développement, qu'on sort d'Epitech, qu'on sort d'éthique, qu'on sort d'une reconversion, qu'on sort d'un bootcamp,
Comment est-ce qu'on optimise un peu ses recherches de taf? Je sais que la plupart d'entre vous, on va d'abord targeter un truc qui nous tient à cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. On est tous comme ça, on est tous fait pareil. Donc, on va forcément aller dans un métier qui nous parle, dans un type de produit qui nous tient vraiment à cœur. Comment est-ce qu'on peut voir tout ça? Euh, Nous, voilà, ce qu'on donne, c'est vraiment regarder déjà de base. C'est un petit truc assez pertinent dans la veille, c'est de regarder les dernières levées de fonds qui se font. On en a parlé un peu plus tôt dans les précédentes slides. Vous pouvez aller checker sur Madines, sur Business Cool. Alors, c'est Business Cool, pas School. Pour le coup, vous regardez un petit peu les dernières levées, voir quel type de moment lève. C'est vrai qu'on peut voir qu'en ce moment aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le space qui lève pas mal, hein, avec beaucoup d'enjeux géopolitiques, on peut dire ça. Mais toujours la pharma, les ESN, mais bien sûr de la green tech aussi. Vous checkez à partir de là, quand vous voyez qu'une entreprise lève beaucoup, dites-vous qu'il y aura forcément derrière un petit hiring plan qui va être mis en place. Donc, ça peut être le moment opportun de postuler, tout simplement, de faire aussi, bien sûr, la candidature un peu spontanée. N'optimisez surtout votre LinkedIn et votre CV, très important. C'est un truc, ça, les recruteurs, on va le regarder tout le temps. Votre LinkedIn, c'est un truc vraiment, c'est un peu votre CV en ligne, hein. Vous êtes obligé de l'avoir à jour maintenant, il n'y a plus trop le choix. Mettez vos expériences, parlez en spec, mettez pas trop de phrases à rallonge. C'est les tips que je vous donne, c'est vraiment du clac, clac, clac. Mettez surtout bien votre stack technique, très important aussi. On a des très bonnes ressources du coup chez The Product aussi qui en parlent. N'hésitez pas à rejoindre la communauté et à prendre toutes ces petites ressources-là. S'éclater sur son test, hein, bien sûr, le test technique, vous en aurez un, on n'y échappe pas, hein, la plupart du temps, sauf bien sûr si vous êtes engineering manager ou CTO. En général, il y a quand même des petits trucs à faire. Targeter les stacks qui sont les plus demandés, comme on vous a montré sur les slides aussi précédentes. Regardez dans quoi vous êtes bon, peut-être vous former sur d'autres Slack si vous avez envie de changer. Mais ça ne veut pas dire non plus de se dire, oh là là, je suis sur une mauvaise Slack, une mauvaise stack, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Non, non. Mais regardez bien sûr les boîtes qui targetent, les stacks des boîtes, c'est très bien. Je crois qu'il y a un ou deux sites aussi qui en parlent et qui répertorient un peu les stacks de chaque boîte tech. Ne pas avoir peur des early stage, hyper important. Les early, je sais que des fois, ça fait un peu peur de se dire, ouais, je vais être le seul dev. Non, tu ne seras pas tout seul, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui va arriver par la suite. Mais vous participerez surtout à un truc superbe quand c'est vraiment des early qui viennent de lever ou non, hein. C'est mettre en place en fait vraiment les fondations, le pilier un peu du produit. Et ça, je trouve ça hyper challengeant, hyper passionnant. Mais en tout cas, j'adore ça. Et moi, j'encourage beaucoup de monde à se diriger sur les early. C'est vraiment un truc. Vous apprendrez beaucoup avec des fondateurs, des fois avec des gens qui sont comme vous, qui peuvent être aussi très jeunes et qui ont besoin de votre aide en tant que dev expérimenté, confirmé, junior, des fois pour monter vraiment un truc. Et c'est vraiment top. Au niveau retour d'expérience, c'est un truc vraiment super. Et puis postuler, postuler, postuler. Ça, n'hésitez pas, hein, si vous êtes profil junior, vous aurez des refus, c'est normal, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Postulez vraiment, mettez-vous des alertes. Vous avez plein de sites pour ça, vous avez plein de plateformes. Vous avez TPC aussi, si vous avez envie de venir travailler avec nous, vous allez voir, on a pas mal d'opportunités aussi assez cool. Maintenant, on va passer du coup aux petites questions. Je remets un petit peu le QR code du coup pour recevoir des opportunités de job si vous êtes recruteur et si vous êtes recruteur, venir bosser avec nous. Si vous avez envie de rejoindre la communauté et de vous inscrire à une session Open Candidate, c'est à gauche. À droite, si vous êtes recruteur, pour Apply, essayez de trouver les meilleurs talents aussi avec nous. Cool. Mathieu, tu as beaucoup parlé quand même sur ce slide, hein, donc je te propose que tu prennes un petit peu les questions, mais que je te les pose quand même parce que je pense qu'elles vont quand même être très orientées tech pour la plupart, mais pas forcément. En tout cas, merci hein, d'avoir vraiment suivi ce petit slido et surtout cette petite présentation. Du coup, on va remonter un petit peu en avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat directement. On va essayer de les traiter. On va essayer aussi un peu de traiter celles qui étaient un peu en amont. Euh, Peut-être aux auditeurs ouais. pour poser leurs questions en direct. Mm. Euh, et la première, elle est pour toi, PJ, je suis désolé. Ah Amel oui. qui a une question sur les profils en reconversion. Euh, Mhm. Est-ce qu'on peut donner le micro à Amadou pour qu'il la pose, si ça fait Sarah? Alors, j'ai peut-être arrêté la présentation. Hop là. Dispo. Ah, ça ne marche pas. Bon, du coup, je vais lire la question. La question, c'est de savoir quelle est la meilleure stratégie pour les profils en reconversion cherchant à se faire une place sur le marché. La meilleure strat, bah, franchement, je viens de l'énoncer. Euh, T'as pas le choix, il va falloir que tu postules. Tu es en reconversion, on va te cataloguer, je te le dis clairement, hein, on va te cataloguer en mode junior, même si tu as fait une alternance juste avant. Il va falloir que tu postules à beaucoup d'offres. Il va falloir que tu te démarques, il va falloir que tu optimises ton LinkedIn. Il va falloir que tu t'orientes vraiment sur un mindset en mode, bah, déjà beaucoup startup, très concrètement.
Mais surtout que tu optimises beaucoup, beaucoup ton LinkedIn. Il va falloir qu'il soit vraiment en mode. Vraiment, le spec, ça marche bien. Tu sais, le métrique, les gens vont regarder uniquement ce qui les intéresse. C'est un peu le mode ROI des recruteurs. Quand ils vont prendre du temps, ils vont aller sur ton LinkedIn, ils vont regarder. Et j'insiste beaucoup là-dessus, hein, vraiment. Mais il y a beaucoup de recruteurs qui sourcent énormément tous les jours sur LinkedIn. Tous les jours, il y a des mots-clés qui ressortent. Donc, targeter et mettre les bons mots-clés, c'est important. Regardez les boîtes qui te font un peu vibrer aussi niveau produit. Postuler, faire des candidatures spontanées. Ça, t'as pas trop le choix aussi. C'est important. Tu dis, voilà, je suis junior, je cherche mon première opportunité, je cherche mon premier challenge. C'est vraiment se vendre en mode challenge, de se dire, voilà, je cherche un truc où je peux rester un peu dans le long terme. Il y a aussi beaucoup, tu sais, de boîtes maintenant, et ça, c'est aussi un peu la vérité sur le marché, qui n'ont malheureusement pas le temps d'accompagner, donc de prendre les juniors. Donc, c'est pour ça qu'elles cherchent beaucoup plus de tout de suite confirmer seniors. Mais celles qui investissent dans les profils juniors, dis-toi aussi qu'elles investissent dans ta durée de vie dans la boîte. C'est-à-dire qu'elles vont aussi investir dans ta candidature pour que tu restes, du coup, au moins 2, 3 ans, tu vois, avec eux et les accompagner, voire même un peu plus. Donc, pour le coup, ces boîtes-là qui acceptent aussi les profils juniors, dis-toi qu'ils vont te mettre très, très bien à un niveau humain, un niveau challenge, etc. Mais sur ces conseils-là, vraiment optimisation de ton LinkedIn, te créer des alertes, LinkedIn, te créer des alertes sur d'autres plateformes aussi, rejoindre pas mal d'autres plateformes qui en parlent, rejoindre des forums, participer à des webinars, montrer aussi ta présence, et puis surtout poser des questions. Faut pas hésiter aussi. Prendre un mentor, c'est très bien aussi, qui peut beaucoup t'aider. Il y a beaucoup de sites qui en parlent, beaucoup de coachs dans la tech qui donnent aussi leurs avis, tu vois, là-dessus. Et vraiment sur de l'optimisation, bah, que ce soit de profil, de comment est-ce que tu vas passer ton entretien, travailler un petit peu ton pitch quand tu arrives à avoir tes premiers entretiens aussi. C'est important. Et puis toujours garder ce mindset, vraiment. Je suis en train de faire un monologue, désolé, mais j'en vois beaucoup du coup des profils en reconversion. Mais garde bien ce mindset en tête de challenge, pas ultra motivant, mais surtout pose les bonnes questions. C'est si tu arrives à avoir ton entretien, il faut que tu poses des questions, il faut montrer que tu es curieux, il faut que tu poses des questions roadmap, des questions orientées produits, des questions tech aussi, bien sûr, sur le challenge, sur là où il y a de la legacy, c'est quoi les pains, c'est quoi vos rythmes de débugage, etc. Bien poser les bonnes questions aussi qui font plaisir à la personne qui va être en face, qui va être en mode ROI, donc retour sur invest sur ta candidature. Et en quoi est-ce que toi, Amadou, tu vas pouvoir m'intéresser dans ce que je recherche? Et si tu targetes en posant vraiment ces bonnes questions-là, je te Merci. garantis en tout cas un bon retour d'entretien. C'est Next! très clair. Désolé, un peu long. Une autre question. On va parler à Kevin Mullier, qui a une question aussi à nous poser. S'il est dispo pour la pause de micro, on fait comme ça. Sinon, je vais la lire aussi. Est-ce que Je ne Kevin sais pas si vous m'entendez. entend? Nickel. Bonsoir. Bonjour, ok. Super, du coup, ben, moi, je voulais juste ben, déjà vous remercier pour ce webinaire qui était super intéressant. Du coup, pour expliquer un peu, j'ai un profil un peu web marketing. J'ai quitté le web marketing il y a quelques mois maintenant pour me rediriger complètement vers la tech. J'ai un profil du coup qui est un peu orienté produit quand même, puisque j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler sur cette partie-là. Et du coup, je me demandais, est-ce que c'est une vraie plus-value aujourd'hui d'avoir un profil qui a travaillé dans un domaine comme le web marketing, qui est finalement assez proche en termes d'enjeux, quoi. Bah, honnêtement, tu as des boîtes aussi hein, qui travaillent, tu vois, sur. Bon, moi, il y a plein de noms qui me viennent tout de suite en tête, mais c'est vrai que tu as des boîtes qui recherchent ça, tu vois, et qui regardent le background. On regarde bien sûr le background. Ton background, il va être très important quand tu es en reconversion. Mais quand on voit en plus que tu as fait du marketing, tu as bossé de près ou de loin dans le produit, c'est toujours une plus-value. Et ça, c'est un truc à mettre toujours en avant. Ça, c'est vraiment un truc que tu dois travailler du coup dans ton pitch. Parce que bon, les recruteurs, s'ils le regardent, tu vois, sans vraiment voir ton profil, sans te parler, ils vont voir, ah, il a fait du marketing. Si c'est une boîte qui est dans le marketing, du coup, ou qui ont un gros pôle marketing, tu vois, comme beaucoup de boîtes maintenant, beaucoup de startups, hein, tout simplement, les go-to-market, c'est hyper important. Et bah, pour le coup, c'est une vraie plus-value. Donc oui, parce Bah, que tu auras bossé de près ou de loin, tu vois, du produit. Donc mets-le en su- avant, ça, c'est sûr. bah, super, merci beaucoup. Ça me Je t'en prie, rassure. Et Kevin. puis bonne continuation. T'inquiète pas, déjà, le marketing, ça peut servir Mm, et il y aura toujours des appétences pour les backgrounds. Enfin, pour donner un exemple, on a vu des gens qui étaient ostéos et qui sont devenus développeurs et pour qui ça marche. Donc, quand tu es de près ou de loin dans la tech, déjà, tu as un avantage par rapport à un type de profil qui n'était pas du tout prédestiné à ce genre de job mm. et tu arrives quand même à trouver du taf. On va donner la main à Tristan Renon pour une autre question. Est-ce que Tristan est parmi nous pour la poser live? Oui, vous Salut m'entendez bien? Tristan. Nickel. Salut. Salut Merci Tristan. beaucoup pour cette présentation. J'ai un peu scrollé par l'étude par rapport au salaire. Mm. Salaire exceptionnel, il faut que je lise ça de près.
Ma question concerne en fait mon positionnement. Je suis actuellement développeur full stack Java Angular confirmé Mhm, et je me retrouve souvent face à des recruteurs qui me disent que, eh bien, pour leurs clients finaux, ils ont besoin de plus de seniorité mhm. et à TJM, alors je suis freelance, à TJM égal, ils se retrouvent, ils ont accès à des profils seniors. Donc la question, en fait, c'est comment je dois positionner pour, comment dire, faire valoir mes compétences et est-ce que j'ai aussi un problème de TJM? Merci. Ah, alors, franchement, pas forcément. Tu sais ce qu'on dit quand tu es freelance? Moi, je l'ai été longtemps, tu vois. C'est vrai que de baisser ses tarifs, bah non. Travailler avec toi, ça coûte tant. Point. Déjà, ça, c'est aussi une base, tu vois. On va pas forcément se sous-vendre, hein. Moi, j'ai une expertise, tu as une expertise, tu as tant de seniorité. Travailler avec moi, ça coûte tant. Faut aussi accepter, tu vois, de laisser partir des clients, tout simplement, hein. Ça existe aussi, hein. Tu as tout à fait le droit de dire, bah écoute, je serai pas aligné, je pourrais pas travailler avec vous parce que vous souhaitez pas vous aligner, en fait, à ce que moi je demande. Non, puis après, un recruteur, il a pas à te dire ça. Tu es bon sur ta stack, tu es bon sur ta techno, ton TJM s'étend parce que tu l'as défini par rapport à ton temps de travail, par rapport à ta seniorité, et parce que tu connais du coup tes propres compétences. Moi, je trouve ça un peu abusé qu'ils disent ça. Alors, ailleurs, ce qui peut te parler, tu vois, c'est te dire, bah voilà, plutôt le marché en ce moment, comment il est, où je pense qu'il a peut-être un peu mal tourné ou mal exprimé, mais c'est plutôt se dire, voilà, le marché est comme ça. En ce moment, j'ai des clients qui me demandent ça pour un tarif à peu près entre ça et ça. Mais c'est pas forcément le bon retour qu'il t'a fait, je pense. Merci pour ta réponse, PJ. Mm, Juste, j'en profite aussi parce que je rebondis sur ce que tu m'as dit. mm, Euh, j'ai plusieurs opportunités qui me sont passées sous le nez à cause de de mon expérience qui est trop faible vis-à-vis d'un senior. ouais. Et c'est marrant parce que c'est complètement à l'opposé de votre présentation par rapport au marché enfin, peut-être que c'est ma stack, qui est de tendance baissière de ce que j'ai vu par rapport à septembre en tout cas. Java Angular, il n'y a pas grand. Voilà, c'est ça. Ouais, Alors, il y en a encore beaucoup, hein, bien sûr, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas une stack qu'on va retrouver dans beaucoup de startups. Euh, T'en as encore pas mal qui bossent encore dessus, tu vois. Mais c'est vrai que Java Angular, t'en as un peu moins. Nous, en tout cas, en termes d'opportunités et de boîtes partenaires qui sont avec nous, on n'en a pas beaucoup sur Java Angular. Pour le C'est pour coup, ça va ça. peut-être Mm, poser parce que c'est des technos Java plus Angular qui est un peu un couple établi maintenant, bah oui, oui, ouais. qui va être utilisé plutôt dans les grands comptes aujourd'hui. Mm, Parce que c'est des technos en gros, où historiquement, il y avait du Java qui se marie bien avec Angular et ouais. aujourd'hui, ça demande. Et du coup, c'est peut-être pas mal pour toi parce que, comme on l'a vu, c'est aussi des entreprises qui ont peut-être plus de jobs et plus de moyens. Mm. Pas forcément celles qu'on adresse le plus de notre côté. Après, faut pas se fermer. Dis-toi aussi que t'es dev, tu vas te former à plein d'autres technos toute ta life. Donc après, why not? Mais on va pas te dire change de stack, quoi. Clairement, pas du tout, tu vois. C'est Ouais, ta mais la stack, c'est dernière ça. fois, je me rappelle que j'avais eu la discussion avec toi, PJ, je me posais la Ouais. question de changer de stack exactement pour les mêmes raisons. Écoute, ça, c'est après à toi de voir. Mais moi, je vais jamais te dire, bah si, change de stack, faut que tu ailles dans celle-là. Bah oui, tu vois bien qu'en ce moment, ça recrute plus là. Mais j'ai beaucoup, tu vois, moi, de dev, quand ils parlent avec moi, ouais, là, je suis en train de me former à fond sur React. C'est vrai qu'en ce moment, ça recrute pas mal. Et bon, c'est vrai que si tu t'adaptes, c'est pas en mode s'adapter, marche ou crève. Pas du tout, hein. Il y a aussi des très belles boîtes, tu vois, qui sont encore sur Java Angular. Et ça, j'en suis persuadé, tu vois. Faut peut-être les targeter. Alors, je suis désolé, j'avais ce site en tête, mais je ne le retrouve plus du tout. Justement, celui qui a listé vraiment pas mal de tech, de boîtes tech, start-up, PME, par rapport à leur stack. Et ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Ça te permet, tu vois, de cibler aussi un petit peu. Je pense que Et tu parles de Stackshare, De comment? Stackshare, qui permet de savoir les stacks utilisés dans Je tel crois ou que c'est tel ça, ouais. Je crois que c'est ça. Exact. techno utilisé dans la boîte. Chaque boîte est invitée à remplir ses technos et ça permet d'avoir Ouais, après, ouais. un C'est vrai que overview. d'avoir tout en un, c'est quand même pas mal quand tu fais de la recherche de taf, du coup, te dire, attends, ouais, ma techno, c'est ça, je regarde d'abord celles qui sont comme ça, après je m'adapte avec les autres parce que j'ai peut-être un peu de connaissances en React ou j'en sais rien ou en JavaScript, et essayer de voir par rapport à ce qui te transcende, du coup. Merci Merci PJ. beaucoup. Je t'en prie, Tristan. On va donner le micro à Thierry G. Une question sur le salaire. Thierry, est-ce que tu es encore avec nous? Thierry G de Paris, ou C'est pas grave, pas? on peut la lire, sinon c'est peut-être qu'il a posé une question, non? Ah, si, il est là. Salut Thierry, t'as le micro coupé. Non, c'est Tristan qui est encore là, c'est pas Thierry.
Ah, mais Thierry, si, Thierry, il est 2 fois là, il s'est mis 2 fois sur le. demandait sur le gap de salaire, en gros, est-ce qu'il y avait un cap déjà sur les salaires en tant que dev? Est-ce qu'on arrive à dépasser 80K? Est-ce que c'est la limite pour un dev en contribution individuelle? Franchement, je pense pas. Enfin, c'est clairement non, en fait, mais après, Hmm. ça dépend des opportunités. Mais c'est plus un niveau d'expertise à développer, soit pour monter vers des REM plus élevés en tant que dev senior, pourquoi pas, ou même carrément passer sur les postes qu'on évoquait tout à l'heure de staff engineer, principal Hmm. engineer. Passer lead ou OM, quoi. C'est vrai qu'on peut voir assez vite dans l'étude, on le voit très bien, mais c'est vrai qu'à 80K, quand tu es dev senior à 80K, c'est quasiment des salaires de M, et c'est vrai qu'il y a des boîtes, quand elles recrutent, avec la conjoncture qu'il y a eu cette année, sur un peu la petite crise de la tech, bah, les salaires ont été un peu plutôt revus à la baisse. Et c'est vrai qu'aux alentours de 80K, quand tu es senior dev, avec plus de 10, 12 ou 15 ans de bouteille, c'est vrai que là, c'est carrément un poste de M. Donc après aussi, il faut voir si tu as aussi un peu envie d'évoluer, tu vois, c'est pas mal aussi de se dire, tiens, peut-être temps Là, que il je passe côté de l'autre côté, mais Thierry parle de poste de contributeur individuel. Quand tu es EM, tu es plus d'accord, sur ok. individuel, tu es plutôt côté management. Hmm. En tout cas, évidemment, ça change un peu d'une boîte à l'autre, mais dans Ouais, l'ensemble, quand ouais. tu es côté management, côté contribution individuelle, il y a des voies, on peut monter à 90, 95. Ah oui, oui, là, clairement, oui, oui, un peu plus. Hmm. Ça, Là, clairement, je le vois, ouais. voilà. Du coup, est-ce qu'on avait quelqu'un? Oui, on avait Sébastien Calve aussi qui avait une question sur l'agéisme. Est-ce que Sébastien est encore avec nous? Sébastien veut prendre le micro. Il est en open space, il peut parler. Ah, ok, c'est pas grave. Du coup, tu confirmes, j'envisage le freelance pour pouvoir contrôler mon temps. Attends, qu'est-ce qu'il disait du coup, ça? Ah, Plus, je vois plus pas là. cher, moins d'heures, moins de dispo, etc. Bon. Je te laisse répondre, PJ, par rapport à la disponibilité, enfin, à l'ouverture des postes par rapport au profil plus âgé, avec des enfants, avec une vie, au sens, je dis pas que, enfin, je ne Mhm. vais pas exprimer, mais en gros, dans l'idée, des contraintes incontournables qui font que tu es peut-être moins dispo pour le travail, et que, faut que Mais tu ça, sois tu le pour vois être tout de suite, tu le vois tout de suite dans le mindset de la boîte, en fait, tout simplement. Ceux qui arrivent à avoir vraiment, tu vois, à comment est-ce qu'ils vont rallier ce côté vie pro, vie perso. Tu vois, moi, j'ai 45 ans, j'ai des enfants, je peux pas me permettre d'être 3 jours sur site ou 4 jours sur site à chaque fois. J'ai besoin d'avoir le mercredi après-midi assez flexible pour pouvoir aller chercher mes. C'est normal, tu vois, ça, c'est un rythme de vie. C'est vrai que pour le coup, les petites early stage qui vont monter en mode let's go, on va shipper de la feature à fond, non-stop, c'est parti, ça va peut-être être un peu moins bien orienté de ce côté-là. Après, concernant l'âge, s'il y a des boîtes qui disent quelque chose par rapport à ton âge ou ta seniorité, c'est un no-go immédiat. C'est même pas, enfin, c'est pas, on va pas remettre en doute tes capacités à travailler, hein. Au contraire, l'expertise, elle est là, elle est présente. Mais si on dit oui, il sera pas mindset oriented parce qu'il a plus de 40 ans, non, là, je suis désolé, moi, c'est pas, ça, c'est un truc next. Je passe à la suivante. Mais effectivement, j'ai déjà vu 1 ou 2 fois le cas. Ok, merci, Bézi. On avait Mm. une question plus pragmatique pratico-pratique, si je puis dire, sur est-ce qu'on gère les gens hors de France, par exemple la Belgique? Une question là-dessus. Chez The Product Crew, en termes de questions? Ah bah des fois, où on a des opportunités avec des boîtes qui nous demandent, bah, écoute, si c'est un contrat qui n'est pas forcément en France, why not? La plupart vont quand même nous demander, pour le coup, je préfère vraiment avoir quelqu'un contrat français parce que bah, il y a leur staff, les impôts, etc., etc. Mais il y en a d'autres qui sont en full remote, par exemple, politique de full remote, et qui sont très arrangeants à prendre un contrat européen, du coup, où bah, il y a un peu moins de taxes, hein, pour le coup, en Belgique, sur le côté un peu URSSAF de la boîte, donc payer un peu moins d'impôts. Donc oui, prendre quelqu'un qui sera en Europe, des fois, ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce qu'on prend encore des questions, ça va? Allez, on a encore le temps pour une ou deux, là. Allez. Je vais dire la question de Sébastien. Tiens, comment définissez-vous un dev senior? Les recruteurs, comment définissent-ils ça? Quelle est la relation entre dev senior et lead dev? Donc, pour répondre un petit peu de mon côté, un dev Ah, senior, c'est c'est quelqu'un pas mal capable ça. de faire, Mm. capable d'encadrer des juniors, d'être autonome sur les projets qu'il gère et de faire du mentoring. Par rapport au lead dev, en gros, le lead dev, c'est un peu la même chose, mais à l'échelle supérieure, où il va peut-être avoir plus de personnes, il va être Mm. plus garant des bonnes pratiques, etc. Mais quand tu es l'un, tu plus très loin de l'autre, en fait. C'est vrai que ouais, là, c'est vrai que t'es plus très loin de l'autre, hein. Quand tu passes en fait senior, ça se voit principalement sur le lead d'équipe, l'accueil des nouveaux, le mentorat aussi, l'accueil des juniors, s'occuper des nouvelles personnes qui arrivent, etc. Ça, tu le vois bien. Ouais. Il y a une belle diff. Une bonne question.
Ouais. En tout cas, ce Ah, qui fait la différence, c'est vraiment le côté skill de communication, mm. empathie, management, gestion d'équipe, etc. Mais niveau expertise technique, c'est à peu près la même. Et derrière, tu as besoin d'être capable de travailler avec les autres et pas seulement Mm. de travailler tout seul dans ton coin en autonomie. Ouais, C'est vrai. ça c'est clair. Allez, encore une petite. Je suis sûr qu'on a Donc, encore le temps. Je suis sûr qu'on a encore le temps pour une question. je pense qu'on va fermer là. Je sais qu'on a encore envie, mais on va devoir fermer. Je vous invite tous à mettre une Mm. note sur 5 au webinaire pour nous dire comment ça vous a plu et ce que vous avez pensé. On est très friands de vos retours, n'hésitez Mm. pas. Et puis, on a d'autres choses qui se trament, pas mal de ressources en vue, pas mal de webinaires. On espère que vous avez passé un très bon moment. Nous, en tout cas, on était ravis de vous accueillir et de vous présenter tout ça. Ah oui, vraiment merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas, hein, si vous souhaitez être membre, on a pas mal de ressources vraiment qui en parlent. Vous pourrez plus avoir accès à tout ce qui est webinar, workshop ou autre qu'on a accessible dans nos replays. Mais en tout cas, vraiment merci à tous d'avoir été présents. Au top. Mathieu, bravo pour la présentation. Sarah, bravo aussi pour la présentation. C'était vraiment chouette. Toute l'équipe de TPC, on vous dit tous merci et à très très vite pour les prochains webinars et meet-up. Merci, bonne journée à tous, bon appétit.